Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jérémy Desport, je suis conseiller aux relations avec les diplômés pour le réseau des diplômés et des donateurs et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Rendez-vous inspirants. Les Rendez-vous inspirants, c'est un moment unique pour découvrir le parcours extraordinaire de diplômés qui font une différence et d'avoir la chance de leur poser vos questions. Ce soir, dans le cadre du 70e anniversaire du département de chirurgie, nous voulions mettre de l'avant des professeurs, des chercheurs, mais aussi des diplômés ayant des parcours inspirants et souligner leur carrière en tant que diplômés passionnés et altruistes. Les personnalités que vous aurez la chance de rencontrer et d'entendre dans quelques instants ont reçu de nombreux prix et plusieurs reconnaissances tout au long de leur carrière. Ce sont des personnes qui sont reconnues pour l'excellence de leur recherche scientifique, pour leur passion de l'enseignement et le transfert de leur savoir-faire, qui sont connues également pour leurs valeurs altruistes et humanistes, pour leur vision innovante et leur remarquable implication sociale dans la communauté. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que vous pourrez nous suivre tout au long de la soirée et poser vos questions à l'aide du module questions-réponses situé tout en bas de votre écran. Tout de suite après la présentation de nos invités, il me fera plaisir de leur soumettre l'ensemble de vos questions aux alentours de 19h. Sans plus attendre, je vous propose de faire connaissance avec chacun d'entre eux. Bonsoir, Dr Saad, et merci d'être avec nous ce soir. Merci, Jérémy. Ça fait plaisir et c'est vraiment un honneur d'être parmi mes collègues que je respecte énormément. Dr Saad, vous êtes diplômé de la faculté de médecine depuis 1985. Vous êtes professeur au département de chirurgie de l'Université de Montréal. Vous êtes chef du service d'urologie au CHUM. Vous êtes également titulaire de la chaire Raymond Garneau en recherche sur le cancer de la prostate. Vous êtes également directeur de la recherche clinique et du laboratoire de recherche en oncologie moléculaire du cancer de la prostate. Dr Saad, je commencerai en vous posant la première question. Vous êtes un expert reconnu mondialement pour vos recherches et votre expertise dans le traitement du cancer de la prostate. Mais pourriez-vous nous dire pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans ce domaine? Mais c'est un drôle de parcours. Quand j'étais étudiant en médecine, j'aimais tout ce que je voyais. J'ai même hésité de faire de la psychiatrie. J'étais passionné d'être avec des patients, mais j'ai découvert très tôt que j'aimais beaucoup la technique, d'accomplir des choses qui réglaient un problème, mais j'avais besoin de faire des diagnostics, de pouvoir traiter de façon médicale. Pour moi, c'était un mythe qu'un chirurgien est juste intéressé à la salle d'opération parce que malheureusement, les spécialités qui se limitaient toujours à la salle d'opération ne m'ont pas attiré. Et je vais vous dire, quand j'ai appliqué en médecine interne et en chirurgie. Et là, on m'a traité de mélanger de toutes sortes de choses et je voyais pas que c'était incompatible d'aimer les deux en même temps. Et éventuellement, l'urologie a rempli un peu mon besoin de faire des techniques, mais aussi à pouvoir m'orienter à traiter des patients avec des traitements médicaux, de faire des diagnostics complexes et m'amuser en salle d'opération. C'est ma journée la plus relaxante de la semaine, d'opérer en salle d'opération et de faire des cas complexes que parfois d'autres veulent pas faire. Et c'est très agréable. Et ça a l'air que les résidents trouvent que c'est calme en salle d'opération et on peut s'amuser. Et la journée que j'aimerais plus ça, c'est la journée que je prendrai ma retraite. Vous avez joué un rôle de premier plan dans de nombreux essais cliniques et êtes co-auteur également de plusieurs publications sur le cancer avancé de la prostate, des publications qui ont changé la pratique au cours des 25 dernières années. Vous avez publié également plus de 700 articles évalués par des pairs et plus de 90 000 citations.
Dernièrement, nous avons pu également voir passer dans la revue UDM Nouvelles notamment un article vous présentant parmi les 7 chercheurs les plus cités au monde par leur pairs. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça m'étonne, honnêtement, là, parce que quand on fait ce qu'on aime et que ça aboutit à des choses qui amènent à des reconnaissances, mais c'est très agréable. J'ai été jeune résident quand j'ai publié mon premier article et je pense que c'est un peu comme la drogue. On trouve ça fascinant de mettre des choses sur papier, de le voir publier. Et j'ai eu la chance peut-être de travailler fort, mais aussi d'être chanceux de trouver un domaine qui, à mon avis, était négligé, qui était le cancer de la prostate avancé. Et la moitié du monde, quand je présente, pense que je suis un oncologue médical parce que je donne des cours à des oncologues médicaux et ils apprennent que je suis un chirurgien. Alors, je pense que c'est tout à fait compatible qu'on peut être passionné par un aspect très médical et de recherche et aimer et trouver ça agréable à opérer. C'est vraiment flatteur et moi, je reste toujours étonné que tout ça a déboulé comme ça. Mais c'est sûr que ça a pris beaucoup de sacrifices, là. Il faut aimer moins le sommeil, ou il faut trouver le temps de faire et d'être présent. Ce que je dis aux jeunes, c'est qu'il n'y a pas de cadeau, là. Il n'y a rien qui est servi sur un plateau d'argent. Il y a un bon livre là, de Outliers, 10 000 heures. Et c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas personne que c'est un don. Si on est prêt à investir, et mes collègues peuvent témoigner la même chose, c'est l'investissement pour arriver à perfectionner, qu'on fasse un joueur de baseball, qu'on soit un golfeur comme Tiger Woods, qu'on soit dans le domaine médical. C'est le vouloir d'investir du temps et de l'énergie et d'être passionné et d'aimer ça parce qu'on ne peut pas le faire par force. C'est tellement vrai, merci beaucoup. On l'a dit, durant votre carrière, vous avez reçu de nombreuses distinctions, notamment plusieurs prix d'excellence décernés par le CHU, mais l'Association urologique du Québec, également la médaille de l'Ordre national du Québec. Et en 2021, vous avez été nommé membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé. Wow! On parle beaucoup du chercheur, mais si on parlait aussi un petit peu de l'homme, quand vous n'êtes pas au CHUM en train d'opérer ou de chercher, de participer à des événements de sensibilisation, vous nous le disiez tout à l'heure aussi dans les coulisses, vous allez bientôt partir à San Francisco, donc vous êtes à travers la planète, vous participez à de nombreux congrès à travers le monde et vous enseignez. Mais la question que tout le monde se pose, c'est à quoi ressemble la vie du docteur Saad en dehors du cadre professionnel? Comment parvenez-vous à concilier travail et famille avec un horaire aussi chargé? Je pense que c'est très facile. La famille vient en premier. Je m'excuse pour tout le monde qui aimerait dire que peut-être je mets tout en avant, mais si quelqu'un me connaît le moindrement, c'est de loin la famille. J'ai déjà aidé des devoirs du Japon à corriger des choses. Ma fille qui est allée au cégep et à l'université en anglais, quand elle était la moins bonne en anglais des 4 enfants, je faisais des corrections de texte, que ce soit... Il faut que je sois disponible. Je suis déjà revenu d'un congrès juste pour assister à une soirée de reconnaissance d'un enfant. Il faut mettre nos priorités où ce qu'ils sont. Et pour moi, c'était la famille. Eux autres, ils trouvaient que j'étais heureux. Alors, ils me laissaient faire. Et j'étais toujours le plus présent que je pouvais. Parfois distrait, là. Ça, c'était une farce. Quand ma femme travaillait le soir et que c'est moi qui s'occupais des enfants, ils pouvaient me faire dire n'importe quoi parce que je les écoutais pas, j'étais concentré. Mais oui, tu veux 1 million, tu veux manger de la pizza, n'importe quoi était oui. Mais ça a bien tourné. Ça a bien tourné. Et, ma deuxième passion, c'est de voyager. Ça a l'air drôle là, parce que le voyage pour des congrès, c'est pas du tout comme voyager pour le plaisir. Et quand les enfants sont là, c'est le bonus. Alors, c'est ça. Et ma nouvelle passion, c'est une petite affaire qui pèse à peu près 13 livres, qui est ma petite fille de 9 mois. Alors, la plus belle des occupations, puis on voit que ça vous remplit le cœur, justement. On sent une certaine émotion et c'est tout à fait compréhensible. Donc, ouais. Félicitations pour votre magnifique et impressionnante carrière, puis encore une fois, pour vos valeurs humaines qui transparaissent beaucoup ce soir.
Merci. À vos côtés, Dr. Saad, nous avons le grand honneur également d'avoir la seule femme de la soirée, la docteure Louise Cahouette-Laberge. Bonsoir, docteur Cahouette-Laberge, et merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça me fait plaisir. Docteur Cahouette-Laberge, vous êtes également diplômé du département de chirurgie de l'Université de Montréal depuis 1981. Vous êtes professeur titulaire au département de chirurgie depuis 1982. Vous avez été nommée directrice du programme de formation en chirurgie plastique à la faculté de médecine durant votre mandat. Vous avez été nommé professeur émérite en 2018 et vous exercez actuellement comme chirurgienne plasticienne pédiatrique au CHU Sainte-Justine. Comme pour le docteur Saad, j'aurais envie de vous poser exactement la même question. Qu'est-ce qui vous a incité à vous spécialiser dans la chirurgie plastique? En fait, j'aimerais mieux vous dire pourquoi j'ai décidé d'aller en médecine en premier. Parce que je voulais être archéologue, physicienne, toutes sortes de choses, mais quand je me suis arrêtée, j'adorais les sciences, puis je pense que la science mêlée au contact humain, c'est ça qui rend la médecine si extraordinaire. Puis c'est une relation d'aide qu'on a avec la science. Puis c'est pour ça que j'ai choisi d'aller en médecine, parce que c'est une science appliquée, c'est une science humaine. Puis après ça, la chirurgie plastique, j'ai découvert qu'on pouvait reconstruire. C'est le volet reconstruction qui allie créativité, innovation, qui vraiment m'a emballée. Comme Fred, moi, j'aimais tout. J'aurais pu être gynécologue, psychiatre, je ne suis pas sûre, mais toutes sortes de choses parce que je trouvais ça le fun. Mais quand j'ai découvert la microchirurgie, qu'on puisse prendre une main arrachée, prendre un main pour reconstruire le pouce, avec les microscopes, on est capable d'attacher des petits vaisseaux d'un millimètre. Quand j'ai découvert ça en 1977, je suis tombée en bas de ma chaise. C'est ça que je veux faire. Puis j'ai continué d'aller de ce côté-là. Puis j'ai jamais regretté. C'est enthousiasmant qu'on reconstruise des traumatismes, des malformations congénitales, des reconstructions post-excision de cancer. Il y a beaucoup de créativité là-dedans. Ça fait que c'est vraiment très agréable. Ça se sent, ça transparaît énormément. Durant votre carrière, vous avez également été chef de service de chirurgie plastique du CHU Sainte-Justine et directrice de la clinique des brûlés et de la clinique de fissures labiopalatines. Vos réalisations pédagogiques et votre grande implication sociale auprès des enfants d'ici et d'ailleurs vous a notamment valu de nombreux prix, pour ne pas les nommer, prix Dame de mérite de l'Ordre souverain militaire de Saint-Jean de Jérusalem en 1990, le prix May Cohen 2006 de l'Association médicale canadienne pour votre rôle et votre implication en tant que mentor, le prix Humanisme du Collège des médecins du Québec en 2013 et dernièrement le titre de chevalière de l'Ordre national du Québec en juin 2021. Vous avez également donné plus de 150 présentations et conférences lors de congrès internationaux. Au fil du temps, vous êtes devenu un modèle de leadership au féminin et une mentor pour de nombreuses jeunes femmes qui envisagent, tout comme vous, une carrière en chirurgie. À vos débuts, avez-vous eu des difficultés à trouver votre place dans cette profession? Non, j'imagine que j'étais entourée de gens bien compréhensifs qui se sont rendus compte que peu importe ce qu'elle allait dire, j'allais faire à ma tête. Et puis, je n'ai jamais trouvé que les femmes étaient plus mal pris que les hommes. Moi, je ne crois pas qu'il y a des qualités qui sont liées au sexe. Je pense qu'il y a des qualités qui sont reliées à des individus. Il y a des gens qui aiment ça parler, diriger, organiser. Il y en a d'autres qui aiment faire d'autres choses. Fait que, honnêtement, là, je ne pense pas que c'est plus difficile pour une femme que pour un homme. Puis j'ai toujours senti que j'étais respectée, encouragée. Puis je me souviens, il y a longtemps, quand on était, mon mari était aussi chirurgien, quand on était en formation, puis que je tenais mon bout, puis que c'était moi qui voulais aller à la salle d'opération, puis il y avait d'autres résidents, puis qui disaient « Ah, quand ton mari est donc mal marié, je disais, dites-lui pas, il ne sait pas, ça va comme ça. » Puis je pense que les femmes vont continuer de prendre leur place. On n'a pas besoin
qu'on nous la donne. Il n'y a rien qui m'insultait plus si j'étais nommée quelque part que quelqu'un dise « Ah, fallait qu'ils mettent une femme, faut mettre des handicapés, il faut mettre des femmes. » Ah ben là, c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que je vais faire le travail. Puis c'est ce qui va continuer d'arriver. Il faut savoir faire des choix, parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est souvent ce que j'explique à mes résidentes, aux médecins en formation, parce que il y a tellement de choses qu'on peut faire, puis on a la chance de pouvoir choisir. Ça fait qu'il faut s'arrêter régulièrement, placer nos priorités, décider ce qui nous fait vraiment plaisir, si on veut être heureux dans ce qu'on fait. Puis, comme Fred, moi aussi, je trouve que la famille, il faut que ça vienne en haut. Puis aller jouer dehors, c'est important. Puis aller jouer dehors en famille. Puis sortir de notre bulle de travail, ça, il faut faire des choix. Puis, on a la chance de pouvoir le faire. Donc, non, je ne pense pas que c'est difficile. Si au cours de votre carrière, vous avez participé, on l'a dit, à de nombreuses missions humanitaires, autrement dit 39 missions humanitaires à travers le monde comme chirurgienne bénévole. Vous avez eu l'occasion de vous rendre notamment en Chine, au Pérou, aux Philippines, au Mexique ou encore au Maroc. En 2006, vous avez fondé la mission Sourire d'Afrique afin d'opérer gratuitement des enfants porteurs de fentes labio-palatines et d'enseigner des techniques chirurgicales à travers le monde. Pourquoi avoir choisi d'entreprendre ces missions et que vous ont-elles apporté en tant que professionnelle et en tant que femme? En fait, j'ai toujours voulu faire l'humanitaire. J'ai fait mon cours de médecine, je me suis envenue faire mon internat en anglais pour pouvoir travailler à l'international parce que mon anglais médical n'était pas de ce niveau-là. J'ai fait 3 années en anglais, puis après, je vais continuer à l'Université de Montréal. Mais moi, l'ACDI, Médecins sans frontières, je trouvais que ça, c'était fantastique. Mais là, j'ai découvert la microchirurgie, donc j'ai continué en résidence. Là, les enfants sont arrivés, ça fait que j'étais un peu pris jusqu'au jour où, en 1999, j'ai été invitée pour joindre une mission en Chine de faire de la biopalatine. J'ai adoré ça. C'est extraordinaire de travailler. D'abord, on travaille avec tout un paquet de gens bénévoles comme nous. Puis généralement, les gens qui vont faire du travail bénévole, il n'y a pas beaucoup de motivus. Les motivus vont faire une mission, mais après ça, c'est réglé. Mais c'est des gens qui ont un peu les mêmes valeurs que nous. On travaille avec des chirurgiens de pays, de partout. Puis on se rend compte que nos réalités se ressemblent beaucoup. Nous, on a une grande chance ici. On vit dans un pays en paix. On a accès à une éducation de qualité et on a les moyens d'aller aider. Puis en travaillant bénévolement, on reçoit bien plus que ce qu'on donne. Imaginez, pour corriger une fente labiopalatine, ça prend à peu près 1 heure et demie. Mais en 1 heure et demie, on change le visage d'un enfant, on change sa vie parce que beaucoup de pays, quand un enfant est mal formé, il est caché parce que c'est une honte pour la famille et la mère est généralement tenue responsable. Donc, il ne pourra pas aller à l'école. Le jour où on va l'opérer tout petit, ben, il va prendre sa place dans la famille, puis il va pouvoir aller à l'école. Ça fait que c'est non seulement un nouveau visage, mais c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à cet enfant-là. Vraiment, puis au fil du temps, les missions ont évolué, puis maintenant, comme vous l'avez mentionné, c'est beaucoup plus des missions d'enseignement, puis de partage de connaissances. Ça fait que, oui, j'adore faire ça. Merci beaucoup. Avant de présenter donc notre dernière invitée donc de ce soir, je voudrais rappeler à l'ensemble des participants qui nous suivent ce soir de ne pas oublier et de ne pas hésiter à nous soumettre vos questions via le module Q&R, donc situé juste en bas de votre écran. Et sans trop de suspense, donc notre dernier donc invité de ce soir, le docteur Michel Lallier. Bonsoir, docteur Lallier, et merci d'être parmi nous ce soir. Merci à vous. C'est tout un honneur pour moi, surtout à être à côté de Fred et Louise. C'est impressionnant. Alors, pour vous présenter, docteur Lallier, vous avez obtenu votre doctorat en médecine donc à l'Université de Montréal en 1991 et vous avez poursuivi donc votre formation par des études en chirurgie en 1998. Après votre résidence, vous vous êtes spécialisé en chirurgie pédiatrique et en transplantation. Vous êtes actuellement chirurgien pédiatrique au CHU Sainte-Justine et professeur agrégé de clinique au département de chirurgie de l'Université de Montréal. Mais bien avant de devenir donc, le chirurgien que vous êtes aujourd'hui,
et de vous orienter vers la médecine et la chirurgie, vous avez étudié la biologie moléculaire. Quel a été l'élément déclencheur et pourquoi avoir choisi l'Université de Montréal? En fait, mon choix en médecine était depuis assez tôt. Moi, j'avais hésité entre faire artiste, faire du théâtre puis être comédien, ou être animateur de camp d'été, donc directeur de camp d'été. Puis, il y a une de mes profs au cégep qui me dit Michel, je pense que tu as une bonne attitude en sciences, puis donc tu devrais voir la médecine, ça ne te tente pas. Et moi, dans le fond, l'objectif était de travailler avec les enfants. Alors, donc, si je faisais les camps d'été, c'était pour être avec les enfants. Si je faisais le théâtre ou le cinéma, c'était pour être avec les enfants. Fait que j'ai dit oui, bonne idée. Et là, ben, j'ai fait un détour vers la biologie moléculaire pour pouvoir faire un peu plus de recherche puis comprendre quand Fred me parle pour savoir de quoi il parle un peu. Et après ça, bien, je suis venu. Et je dois avouer que pour le choix de l'Université de Montréal, bon, évidemment, il y a la renommée de l'Université de Montréal, puis il y a le fait aussi que je suis le genre à dire, le premier qui m'accepte, moi, j'y vais pour être sûr. Alors donc, et pas me poser de trop de questions longtemps. Alors donc, l'Université de Montréal, après mon bac en biologie moléculaire, m'ont accepté en médecine et j'étais bien content de me revenir. Mon bac en biologie moléculaire, je l'avais fait à Sherbrooke. Et là, bien, je m'en venais en ville. Et on est bien content de vous avoir accueilli chez nous. Docteur Lallier, vous êtes l'un des 3 seuls spécialistes au Québec qui effectue des greffes chez les enfants et le seul à pratiquer des réductions hépatiques in vivo. Grâce à cette technique que vous avez développée, vous pouvez prélever le foie d'une personne donneuse adulte ou plus âgée et de réduire l'organe afin de l'implanter sur des patients plus petits et même des bébés. Sachant que cette technique est très complexe et très rare au Québec, comment l'avez-vous apprise? Ben, en fait, j'aimerais ça pouvoir dire que c'est moi qui ai inventé ça, mais c'est pas vrai. Je suis allé en Belgique faire une autre formation. Je dois être un peu plus lent que les autres, fait que ça fait beaucoup d'années d'université, dont une année en Belgique avec un peu le mentor qui était le professeur Ott, qui lui avait été formé avec Tom Starzl, qui était à Denver à l'époque, et avait été le premier au monde à faire, avec Breuge, un Allemand, à faire des réductions. D'ailleurs, un des 3 qui faisait les greffes et le conjoint de Louise Laberge, et avait été aussi formé avec le professeur Huck. Puis moi, ben, c'est à tomber que je suis revenu dans le bon timing pour faire ça. La réduction in vivo, c'est pas une question de capacité technique ou de... La raison, je pense, pourquoi je suis le seul, c'est que je suis un peu hyperactif. Alors, donc, comme j'ai pas trop besoin de dormir, ben, ça me permet d'aller, de faire la réduction, de revenir et de faire la greffe. Alors, c'est juste une question de capacité et non pas une question, je pense, de compétence. On est 3. Maintenant, on a recruté une 3e personne pour faire la greffe parce que Jean-Martin a décidé de nous de se consacrer encore plus à la famille. Parfait. Ben ça recoupe un peu la question que j'allais vous poser. Donc, est-ce que c'est une technique que maintenant vous enseignez à la relève en chirurgie pédiatrique? Ben, en fait, je dirais de faire la réduction in vivo, pas vraiment, mais je dirais que le donneur en tant que tel ou le fait qu'on fait la réduction, moi, je dis toujours aux résidents, oui, il faut que vous veniez parce que c'est probablement la plus belle exposition que vous aurez jamais eue. Et ça va vous faire sortir un coup que vous connaissez tellement bien l'anatomie, puis que vous êtes à l'aise à faire des donneurs ou à faire toute cette dissection-là. Après ça, il n'y aura plus grand-chose qui va vous inquiéter, vous faire peur ou vous débrouiller. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'en va plus en trauma, ça nous donne une exposition qui est absolument exceptionnelle. Donc, il pourra s'en servir pour ça.
on a un de mes collègues qui fait beaucoup d'oncologie. Et lui, à chaque fois, il me dit, Michel, si tu vas pour un prélèvement, je vais aller avec toi parce que ça me fait encore plus d'exposition. Et c'est Fred, quand il disait que le 10 000 heures, mais il est vrai aussi pour la chirurgie. Alors, si on n'a pas... Puis la chirurgie pédiatrique, c'est des cas souvent qui sont rares. Donc, il faut qu'on fasse des chirurgies connexes pour être capable de justement être bon dans une partie. Alors, le fait d'être un petit nombre qui fait ça, ça nous aide à garder l'expertise. Et le fait d'amener les résidents avec nous pour faire ces chirurgies-là, même si plus tard, ils ne font pas de greffe, même si plus tard, ils ne font pas de réduction, ça les expose. Merci beaucoup. Puis il y a une question qui brûle les lèvres de tout le monde et qu'on va vous finir par vous poser. Je pense que dans le milieu, on vous connaît et on vous reconnaît aussi pour votre signature vestimentaire qui vous distingue. Je parle bien évidemment de votre nœud papillon qui ce soir, je pense, est orné donc de Winnie the Pooh, selon ce que vous nous aviez dit. Il arrive également parfois de vous croiser dans les couloirs de Sainte-Justine avec 2 chaussures de couleurs différentes. Compte tenu de votre emploi du temps chargé, vous vous impliquez dans différentes causes en lien avec le don d'organes. Vous prenez souvent la parole dans les médias afin de sensibiliser la population aux bienfaits de ce geste. Votre grand cœur et vos implications témoignent de votre grande sensibilité et de votre humanisme. Avec beaucoup d'enfants que vous avez soignés ou que vous avez construits au fil du temps, vous avez construit des liens particuliers. Quel est votre secret pour bien concilier professionnalisme et altruisme, Dr Lallier? En fait, je pense que c'est d'être naturel, d'être spontané, de ne pas se prendre pour d'autres. C'est l'avantage, je pense, pour la chirurgie pédiatrique. Hein. Les enfants, là, c'est spontané, c'est naturel et il faut que tu restes naturel avec eux. Alors, je pense que ce côté-là, évidemment, ça fait en sorte que je vais avoir des contacts avec les gens qui vont être plus faciles. Et je dirais, peu importe de où ils vont venir, de leur origine, leur niveau socio-économique ou n'importe quoi, moi, c'est tous des patients, c'est tous des gens qu'on a besoin d'aider et ça va toujours me faire plaisir d'avoir des contacts avec eux. Puis, je pense que le nœud papillon, j'ai rien d'autre que des nœuds papillons. J'ai emprunté une fois une cravate dans ma vie quand il a fallu que j'aille au Parlement et que j'étais étudiant en médecine. Ne changez rien, ils vous vont si bien. Puis ça nous ferait bizarre de ne pas le voir autour de votre cou un jour. Et la blague que je faisais pour les souliers, c'est que faut que je reconnaisse la droite de la gauche. Alors, je sais que la droite, c'est le rouge et la gauche, c'est le jaune. Mais c'est pas vrai, je suis capable de reconnaître les deux. Merci infiniment à tous les trois pour votre franchise, pour votre touche d'humour et puis votre transparence. Dans quelques instants, nous allons passer aux questions donc de nos participants. Mais avant, j'aurai 3 dernières questions à vous poser à tous les trois. Selon vous, quelles sont les compétences fondamentales qu'un bon chirurgien ou une bonne chirurgienne devrait avoir pour réussir dans sa carrière? Est-ce que je me lance? Moi, je dirais la passion. Il faut être passionné parce que c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail. Puis, il faut qu'on soit capable de justement, quand on est passionné, on aime, on ne calcule pas. Mes deux collègues et co-invités parlaient des familles. Ben, on est passionné avec nos familles. Puis, il faut être passionné, je pense, partout. Moi, je dirais la plus grande qualité, c'est d'être passionné. Oui, ça, moi j'aurais dit l'enthousiasme. Quand on aime ce qu'on fait, on ne calcule pas les heures, on a du plaisir à le faire. Ça fait que c'est pas difficile de le faire. Je pense que ça prend aussi de la curiosité, puis il faut aimer l'anatomie, parce que nous, on fait de l'anatomie appliquée. Oh, j'allais dire exactement la même chose. C'est d'être passionné, mais ça ne s'applique pas juste à la chirurgie. Là. C'est sûr que là, ce soir, on parle de chirurgie, mais pour réussir dans la vie, il faut être passionné dans ce qu'on fait. Et c'est pas important qu'est-ce qu'on décide de faire. Et ce que j'ai dit aux 4 enfants, c'est ayez du plaisir et faites-le comme il faut et soyez passionnés dans votre choix parce qu'on va toujours réussir comme ça et trouver du plaisir et de la satisfaction
tout à fait d'accord avec mes collègues. Si je m'adresse à vous ce soir en tant que professionnel de la santé et en tant qu'humain, dans les dernières années, quelle est la réalisation ou l'avancée scientifique en chirurgie ou en médecine qui vous a le plus marqué et pourquoi est-elle si significative pour vous? Une qu'on a fait ou que tout le monde a fait? Parce que moi, ça va être ce que Fred et Louise font qui m'ont toujours inspiré. Ben, je dirais vraiment dans le monde donc de la médecine et idéalement donc réalisé par des professionnels diplômés de l'Université de Montréal, bien entendu. Moi, j'aimerais ça vous parler de la transplantation de visage dont tout le monde a entendu parler dans les dernières années, qui a été faite à l'Université de Montréal. C'est une première canadienne. Tout à l'heure, quand j'avais fait référence à la microchirurgie qui m'avait enthousiasmé pour la chirurgie plastique, on peut remettre depuis longtemps une main d'un patient à lui-même, mais c'est une grande avancée de pouvoir avoir un donneur, comme ce que Michel fait pour des transplantations hépatiques, d'avoir un donneur qui donne son foie. Bon, ben là, en chirurgie plastique, on peut avoir un donneur qui donne son visage ou qui donne un membre. Donc, ça c'est une assez grande avancée aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord sur mes deux collègues. Ce que je dirais, là, parce que dans mon domaine d'oncologie, c'est la personnalisation des soins. On s'en va de plus en plus à être capable d'arrêter de tuer tout ce qu'on voit et de personnaliser les soins qu'on donne à un patient qui est atteint de cancer. Je pense que on s'en va dans la bonne direction. Il y a 30 ans, on rêvait de ça, mais la réalité de ça commence à être dans les faits de ce qu'on fait, de pouvoir arrêter de penser c'est un cancer du sein, c'est un cancer de la prostate, ce n'est plus important. On commence à dire c'est quoi les caractéristiques de ce cancer et on va arrêter de dire qu'est-ce qui touche ce cancer, mais plutôt c'est quoi la biologie de ce cancer et donner le traitement approprié qui est le plus efficace et le moins toxique. Et c'est vraiment dans toute la médecine, personnaliser les soins. Et ça, c'est dans nos décisions d'opérer, de pas opérer, quoi faire, comment faire. Un chirurgien n'est pas un technicien. Je pense qu'on accompagne nos patients à prendre les meilleures décisions. Et je pense qu'il n'y a aucun chirurgien qui se respecte, qui se considère un technicien, mais plutôt comme Louise disait, comme Michel a dit, c'est d'innover et d'arriver à vraiment penser aux patients et plutôt que la technique qu'on utilise, de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur vie. En fait, moi, j'en ai beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec Fred et Louise. Moi, je dirais que je vais en nommer 3 que je vais garder. Le premier, c'est probablement l'implication, puis l'Université de Montréal est particulièrement avancée là-dedans, l'implication des patients, donc des patients partenaires, qui est un avancé qui est très, 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 très bien, d'impliquer les patients dans leur traitement puis dans ce qu'ils vont faire. Pour nous, c'est souvent des parents partenaires, mais c'est une grosse avancée. Il y a tout ce qui est, et là, ça vient pas de l'Université de Montréal, mais on participe beaucoup, tout ce qui est ex vivo au niveau de la transplantation. Donc, autant le ex vivo pour le poumon, le ex vivo pour le rein, qui est utilisé, le rein, à tous les semaines, je l'utilise, mais c'est pas une invention de l'Université de Montréal. Il y a l'ex vivo pour le cœur qui s'en vient, l'ex vivo pour le foie qui va être là. Et ça, je pense qu'on va pouvoir aller énormément à faire justement ce que Fred vient de dire, d'individualiser et d'être beaucoup plus précis dans les traitements qu'on va faire au niveau de la transplantation et du management qu'on va faire avec ces organes-là pour être capable d'optimiser ce qu'on va être capable de faire. Moi, je dirais que c'est dans les deux au niveau plus chirurgie. Et au niveau des traitements, c'est probablement l'avancée de la génétique et d'être capable d'avoir un traitement. Moi, j'ai au moins 2 de mes patients à Sainte-Justine avec des traitements très innovateurs où on prend de leurs cellules, on transforme les gènes et on leur donne. Donc, pour faire des traitements génétiques qui sont vraiment adaptés au patient lui-même. La médecine de précision. Exact. Merci beaucoup. Écoutez, on va passer aux questions du public. Une question qui revient
beaucoup parce on a énormément donc d'étudiants qui nous suivent ce soir et pour qui vous êtes tous les trois donc des modèles. Donc bon nombre d'entre eux vont très certainement choisir donc la spécialité de la chirurgie ce soir. Alors attention pour pas vous mettre de pression. Quel serait le meilleur conseil ou les meilleurs conseils que vous leur donneriez pour donc faire le bon choix? Mais c'est d'avoir une ouverture d'esprit, là. Ce qui m'inquiète, c'est quand on est très jeune et que très jeune, on a décidé, c'est juste ça que je veux faire dans la vie. Je pense que c'est inquiétant parce qu'un chirurgien, je pense un chirurgien, il y a un certain équilibre. Et on parlait justement de ça cette semaine en salle d'opération. L'équilibre que c'est avant tout un médecin. Et comme mes collègues ont dit, il faut avoir cet aspect humain. Les patients, c'est pas juste une pathologie. Alors, si on est attiré par la chirurgie parce qu'on aime l'aspect technique, mais il faut pas s'attarder juste à l'aspect technique. Je pense que c'est la globalité, d'avoir une certaine ouverture qu'un patient va avoir besoin peut-être de cheminement psychiatrique, même si on va pas en psychiatrie. Tu utilises le terme. Ouais. J'aime que tu utilises le terme ouverture. C'est toujours ce que je dis aux étudiants en médecine qui viennent faire un stage puis qui disent « Moi, je vais faire la chirurgie plastique. » Je vais leur dire « Oui, et quoi d'autre? » Ouais. À chaque fois qu'ils me regardent les yeux ronds, c'est comme si ça diminuait leur volonté d'être chirurgien plastique, de passer à autre chose. Puis je dis toujours non, il faut que tu saisisses toutes les opportunités parce que toi, tu veux avoir une carrière qui te ressemble. Puis ça va peut-être être la chirurgie plastique, puis ça va peut-être être autre chose. Moi, j'aurais été une orthopédiste heureuse, j'aurais été un ORL heureux, j'aurais été probablement une gynécologue heureuse parce que quand on fait ce qu'on aime, fait que tu regardes, il y a plein de carrières différentes. Fait que on saisit les opportunités, on ouvre les horizons et puis finalement, toujours les choses vont tomber en place, puis tu vas être heureux. En fait, je pense que tu as fini en me passant la POC. On va te changer pour le Canadien, Louise, parce que tu fais des bonnes passes. Je pense que c'est d'être heureux. Être heureux parce que, honnêtement, on le dit, hein, il faut en faire, il faut avoir d'exposition. Donc, c'est beaucoup d'heures. Et si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, tu n'aimeras pas ça. Et tu ne pourras pas faire ça pour ta vie. OK? Parce que, de un, il faut que tu aimes ce que tu fais. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont être dans leur choix. Alors, c'est de venir voir, d'essayer différentes spécialités comme externes, de faire des stages à option, puis de voir ce qu'ils aiment avec, je suis entièrement d'accord avec une ouverture, puis de profiter de chaque seconde d'exposition qu'on peut avoir pour dire « Hey, wow, ça, c'est ça qui m'a fait triper aujourd'hui, j'ai aimé ça. Oui, je ne ferai pas tout ça toute ma vie. » Ou je vous dirais, c'est quoi parce qu'on a tous du bon bread and butter dans chacune de nos spécialités, et c'est laquelle que je vais avoir du plaisir même à faire ça. Moi, j'ai autant de plaisir, presque, à faire une greffe qu'à faire une circoncision. Parce que la circoncision, il va avoir plus que son foie. Oui, j'en fais. Et tu dors plus quand tu fais les circoncisions. On a une autre personne que vous connaissez bien, Dr Sad, Madame Malas du CHUM, qui également voudrait vous poser la question, quelle est la chose à tous les trois qui vous déjà, vous avez des parcours inspirants, on l'a dit, mais quelle est la chose dont vous êtes le plus fier dans votre carrière? Si je me lance, ce que je suis plus fier, c'est l'appréciation des patients et de leur famille. J'ai 2 collègues pédiatres et je pense que l'âge que je traite, c'est peut-être l'autre extrême et c'est presque de la pédiatrie et c'est des hommes. Alors, des fois, ils doivent être amenés par la main. Et des fois, j'essaie de parler aux patients et c'est la femme qui répond. Mais c'est vraiment le côté humain de traiter ces patients avec des cancers. C'est toute cette sentir l'appréciation là et que ce qu'on fait, même quand les patients meurent, on reçoit des cartes de remerciement de tout ce qu'on a pu faire pour eux. C'est très touchant. Et cet aspect humain,
le contact, il y a de l'appréciation quand on transplante, quand on reconstruit et qu'on donne espoir à des patients. C'est extraordinaire, cette sensation-là. Et on a la chance aussi, dans notre milieu, de pouvoir suivre nos patients. On prend des bébés avec des malformations congénitales qu'on opère à 3 mois, mais ces familles-là on les connaît parce qu'on les suit jusqu'à ce qu'ils soient rendus à la fin de l'adolescence, vers 18 ans. Puis des fois, je dis toujours, quand je fais la consultation, je dis, je reçois les mardis. Vous viendrez, c'est les mardis que je reçois. Ça les fait rire. Parce qu'on développe des liens avec ces familles-là. C'est le contact humain qui rend notre travail aussi agréable. C'est pas la technique. La technique, oui, mais des pirouettes, on peut en faire, mais c'est le contact humain qui rend ça. Je vais pouvoir dire bonjour à Cathy aussi, si c'est la même malade que je connais, parce qu'elle était aussi, avant d'être au CHUM, dans une autre vie, avec nous à Sainte-Justine. Si c'est la même, il y a peut-être plusieurs personnes qui ont le même nom de famille. Mais moi, ça va rejoindre ce que les deux autres ont dit, mais ma plus grande fierté, c'était on avait fait une présentation, puis ils m'ont fait une surprise à Sacré-Cœur que je vais toujours garder. Ça fait maintenant pas loin de 6 ans qu'ils avaient fait ça, ou à peu près. Et ils avaient invité certainement une trentaine, sans que je le sache, de patients que j'avais greffés. Et pour venir me dire merci, il y en avait une qui était enceinte, que j'avais greffée quand elle avait à peu près 16 ans. Il y en avait une que j'avais greffée qui était la plus jeune, qui avait 9 mois, et là, elle était rendue à 16 ans. Alors ça a été vraiment... j'ai broyé tout le long, là, parce que c'était très, très, très touchant. Effectivement, puis j'ai vu ce reportage-là qui était, je pense, pour la mission du docteur Marsollet, puis rien qu'à voir effectivement ce moment de grande émotion. Donc oui, effectivement, c'est vraiment très émouvant. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de nos questions. La dernière question nous vient donc d'une personne qui nous suit apparemment de Gatineau et qui aurait très envie de savoir, en tant que chirurgien, quel est votre secret pour gérer votre stress? Moi, en fait, c'est facile, hein? C'est probablement très génétique chez nous. Pas de secret. J'ai aucun... Non, mais il n'y a pas de secret. Moi, quand je pense que chacune des qualités ou des défauts passe à un moment donné. Puis moi, je pense que j'étais absent quand le stress a passé parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui me stresse. Puis ça a toujours été de même. Fait que c'est pas que tu t'habitues, c'est pas que tu finis par avoir ça. C'est sûr que plus tu vas être à l'aise avec une chirurgie, entre autres, vu qu'on est chirurgien, ça va moins nous stresser. Mais honnêtement, j'ai pas beaucoup de mérite pour gérer le stress. Je dirais que je suis une personne qui fait confiance en la vie. J'ai confiance en ce qu'on peut faire. Fait que je suis pas particulièrement inquiète ou stressée. Des fois, des choses qui sont plus difficiles. Mais si c'est plus difficile, on va prendre le temps de le faire comme il faut. J'ai comme confiance que ça va bien aller. Je regarde pas le désastre potentiel. Je regarde comment ça va marcher. On faisait des travaux à un moment donné, des réparations. Puis il y avait des ouvriers qui viennent expliquer comment ça ne marchait pas. Puis fait que là, j'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, oui, maintenant que vous m'avez dit ça, comment vous allez solutionner votre problème? Il m'a regardé. J'ai dit, moi, vous savez, je suis chirurgien. Et je ne peux pas sortir de la salle pour aller péter une coche pour dire que ça ne va pas comme je veux, parce qu'il faut régler le problème. Fait qu'on s'arrête. On dit, bon, il y a tel problème, comment vous allez le régler? Ah ben oui, il a dit, vu comme ça, je comprends. Fait qu'il est allé régler le problème. Je suis d'accord avec mes collègues, tout à fait d'accord. Mais le base, quand on est résident et qu'on commence des choses, il faut avoir un certain niveau de stress, mais au fur et à mesure qu'on maîtrise quelque chose et surtout qu'on connaît nos limites, je pense qu'on peut éviter de se mettre dans des situations stressantes. Et je pense que ça fait partie de l'art de la chirurgie, de savoir que des fois, les attentes des patients sont irréalistes. Et moi, je refuse des fois d'opérer des patients que je leur dis, 1, ça ne va pas vous aider. 2, je ne fais pas de la boucherie. Si je suis convaincu que ça ne va pas vous aider, je ne vais pas m'embarquer dans quelque chose et de connaître les limites de ce qu'on peut offrir. Et on aimerait tous croire qu'il n'y a pas de limites en chirurgie, mais il y a des limites dans tout. Avec la chimio, avec la chirurgie. Et il faut avoir cette discussion qui est parfois plus difficile que de dire je vous annonce pour une opération ou je vous annonce pour de la chimiothérapie.
très difficile. C'est des discussions beaucoup plus longues qu'une fin de vie, mais c'est la même chose pour des chirurgies. Si ça ne va pas aider, moi, je dis en médecine, il n'y a jamais rien qui est neutre. Ça aide ou ça nuit. Alors, tout geste qu'on fait, il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de geste gratuit. Ça va aider ou ça va nuire. Même chose pour les médicaments. Et c'est comme ça qu'on baisse le stress. On est convaincu, on est rentré en salle d'opération. Ce n'est plus stressant parce qu'on a pris la meilleure décision qu'on pouvait prendre pour le patient. Et après ça, le tout s'organise. Et on fait de notre mieux. Exact. En fait, Fred, tu amènes un point qui m'amène, si tu me permets, Jérémy, c'est que je pense aussi on doit et on peut préparer. Je vois une différence entre le stress et un trac. Un trac ou un stress positif, on en a besoin. OK, alors c'est pas une manière de gérer, ou c'est peut-être une manière de gérer le stress aussi. C'est quand je dis que j'en ai pas, peut-être que j'en ai finalement, mais le fait que je me prépare. Ça fait 20 ans que je fais les greffes et je revise ma technique de greffe avant à chaque greffe que je vais faire, à chaque geste que je vais faire, pour être sûr. OK? Donc, c'est comme tout le monde, dans les sports, dans les... tu sais, je suis sûr que tu demanderais à un joueur de hockey, ceux du Canadien ne doivent pas être trop stressés, c'est ainsi. Mais tu demanderais à un joueur de hockey, est-ce qu'il est stressé? Il va probablement dire, oui, j'ai le trac avant de commencer, mais il visualise ses jeux. Un acteur, ça va être la même affaire. Tu sais. Donc, on a un tract qu'on gère en se préparant, puis en sachant nos répliques, puis en disant, ça fait partie de ce qu'on a. Puis il va y avoir des moments où on va devoir improviser aussi, parce que ça fait partie du métier. Et il y a des moments qu'on va demander de l'aide. Et c'est pas un échec. Absolument. On peut pas tout faire tout seul. Et il faut avoir le courage. Et je t'appelle ça le courage. C'est pas de la lâcheté de demander de l'aide quand on a besoin. Et moi, j'ai aidé et je me suis fait aider. Et des fois, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui regarde, dit, ouais, je suis d'accord. Et c'est correct, ça. Oui. Merci beaucoup à tous les trois pour tous vos conseils pleins de sagesse et puis votre grande humilité qui nous impressionne tous. Donc, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est ce qui conclut notre soirée. Merci, Dr. Sad. Merci, Dr. Cahouette-Laberge. Et merci, Dr. Lallier, d'avoir passé ce moment avec nous. Ce fut fort agréable. C'est un plaisir. Je voudrais également remercier le groupe couverture d'événements de l'Université de Montréal à la technique ce soir et finalement notre partenaire d'affinité TD, sans qui l'ensemble des activités que nous vous proposons au réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal ne pourraient voir le jour. Du 29 septembre au 2 octobre, l'Université de Montréal vous donne rendez-vous pour les toutes premières grandes retrouvailles de l'histoire de notre belle et grande université. Joignez-vous au mouvement et prenez part aux nombreuses activités qui seront incluses dans notre programmation. Vous pourrez en apprendre davantage en vous rendant sur le site Internet du réseau, réseau.umontréal.ca, rubrique Grandes retrouvailles. Merci infiniment encore une fois à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir choisi de passer votre soirée avec nous et à très bientôt pour un prochain rendez-vous inspirant.